Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, nous allons de nouveau retrouver Francine Mérand dans son atelier à Strasbourg. Dans cet épisode, l'artiste de mémoire nous parle du rapport entre le passé et le présent. Sa série de sculptures parle en effet du difficile retour à la vie que les victimes éprouvent après avoir subi un traumatisme. Ces céramiques ne sont pas lisses, elles représentent des corps morcelés qui symbolisent les traces laissées par ce traumatisme dans les âmes des personnes. L'artiste nous livre une réflexion actuelle sur la violence, les discours de haine et les mécanismes génocidaires. Elle nous parle du génocide au Rwanda, de la guerre en Israël ou en Ukraine. Mais laissons Francine Mérand nous expliquer quel est l'impact de ce passé sur notre présent. Moi, les sculptures, c'était l'idée de... La même question, c'est comment on vit avec les traces. Donc la question, c'est d'une part, quand on quitte, quand on revient d'un camp. Je suis désolée, mais je reste à ce qui s'est passé en Israël parce que c'est très, très poignant. Prégnant pour moi plutôt. Là, ils viennent sortir un article qui explique que les survivants du festival Nova, donc du festival où il y a eu ça a été l'horreur vraiment complète, il y a eu 50 suicides depuis. Ça, on ne le voit pas, on voit ceux qui ont été tués tout de suite, 50 suicides. Et encore, c'était comptabilisé jusqu'à maintenant. La personne qui a été interviewée est allée parler au Parlement israélien pour dire qu'on ne s'occupe pas assez des survivants. Et que en fait, ils peuvent plus vivre, en fait, ces survivants. Ils peuvent plus vivre, ils n'arrivent plus à se lever, ils n'arrivent plus à aller travailler, ils n'arrivent plus à dormir. Il y en a un, il a pris un chien pour essayer de tenir debout. C'est-à-dire qu'on imagine que quand on sort, c'est le stress post-traumatique, mais il n'y a pas que le stress post-traumatique. Ça questionne toute la vie, en fait, quelque chose comme ça. Et c'est pareil que la Shoah. Je ne compare pas les deux, mais je dis, quand on sort au Bataclan, les gens qui sont revenus du Bataclan, ils n'ont plus la même vie après. Avec ce qu'ils ont vu, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je ne le ramène pas qu'à la question de la Shoah. Je le rappelle, quand on survit à un drame où il y a de la barbarie, vraiment où on est inhumanisé, on va dire, je pense qu'on ne reprend pas la vie de la même façon après. On n'a pas la même vie. Il y a quelque chose qui est vraiment venu casser la vie. Et mon idée des survivants que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai plein à la cave, qui sont emballés sur des rayons. Je voulais faire des gens fragiles. C'est des sculptures vides, c'est juste des morceaux de terre qui sont assemblés les uns aux autres. J'ai voulu qu'ils soient couverts de traces, qu'ils ne soient pas complètement fermés, qu'il y ait vraiment du vide par endroits, parce qu'on n'est plus un, on est fait de morceaux. Les têtes sont toujours ouvertes, parce que les têtes sont ouvertes sur le passé, parce qu'on a des cauchemars, on n'est plus le même, et puis le passé revient à notre insu. Les déportés le disent. Les déportés disent, mais bon, même pas que les déportés, moi j'ai d'autres traumatismes en consultation, c'est pareil, des gens qui ont subi des incestes et des viols, ils racontent que tout d'un coup, il y a une odeur, il y a une musique, il y a un truc, et hop, ressurgit le traumatisme du passé à notre insu en fait. Et c'est pareil pour les déportés. Je sais qu'on raconte, il y en a qui racontent, il y a des déportés qui n'ont plus jamais pu dormir sur un lit par exemple. Il y a beaucoup de traces comme ça qu'on ne voit pas. Enfin, Il y a encore une petite jeune fille qui était venue témoigner, elle le dit dans la vidéo. J'avais exposé à Nancy et la grand-mère voulait que je fasse le portrait de son père. Et j'ai dit à condition que la famille témoigne. Donc la famille entière a témoigné, dont une jeune fille de 15 ans, une plus jeune encore. La jeune fille, je crois que c'est la petite, qui dit, non mais d'une voix très très enfantine, elle dit, il faut que les gens se rendent compte, c'est pas juste qu'ils ont été, ils voient pas comment ils vivent, avec une petite voix d'enfant, mais il faut vraiment l'écouter, ils voient pas comment ils vivent, ceux qui sont revenus, ils sont mal toute leur vie après, et elle raconte, et ça on s'en rend pas compte, on a l'impression, ils sont revenus, c'est bon quoi, on passe à autre chose, hein, mais on passe pas à autre chose, et donc c'est ça ce que je symbolise avec ces trous partout, ces morceaux pas totalement bien raccrochés les uns aux autres. Et aussi, j'ai travaillé en fait avec de l'émail, des traces, mais aussi avec de l'émail sec. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'émail raté théoriquement. Théoriquement, l'émail doit être brillant. Moi, j'ai fait de l'émail mat, c'est-à-dire que c'est de l'émail sous-cuit. Comme il n'est pas assez cuit, il n'a pas eu le temps de napper et d'être brillant comme il le serait normalement. Donc c'était volontaire. J'avais fait beaucoup de recherches d'émail pour arriver à faire ces craquelés
l'idée vraiment que les craquelures soient dans les mailles aussi. Donc c'est vrai, c'était un travail pendant un an peut-être, j'en ai fait pas mal quoi. C'était avec certains avec des numéros, voilà. Et là c'est un travail particulier. Celui-là c'est un travail qui joint mon survivant, dont j'ai voulu transmettre la mémoire de tous les autres. Et donc, j'ai discuté avec l'enseignant l'année dernière d'une école pour qu'il réalise quelque chose avec des miroirs un peu biseautés comme ça, pour qu'il y ait une projection de la mémoire, que finalement, avec un survivant, on voit tous les autres. Enfin, il porte la mémoire de tous les autres. Donc, c'est ce que l'enseignant a réussi à me réaliser. C'est une réussite de l'enseignant. Ouais, tout à fait. Du coup, la sculpture, elle reste accrochée à son socle. Elle ne se désolidarise plus. Voilà. Donc, ensuite, vous avez d'autres sculptures. Ah ben celle-ci, par exemple. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait au moment du Covid. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, moi, j'ai été très, très, très choquée. Des discours de haine, des violences qui sont apparus au moment du Covid et la vitesse avec laquelle, d'une part, les frontières se sont fermées. Déjà, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. On a passé notre temps à parler de l'Europe, mais l'Europe, elle s'est effondrée au moment du Covid, où chaque frontière s'est refermée sur soi. Déjà, ce qui est quand même assez sidérant, on va dire. Parce que si l'Europe, elle n'est pas là pour nous aider quand il y a un drame comme ça, on se demande... Bon, c'est une vraie question sur l'Europe. Et donc... On a parlé de la vague virale, beaucoup, à ce moment-là. Et moi, j'ai dit que la vague virale était associée à une vague de haine. Donc, j'ai fait des mondes, j'en ai fait pas mal, des mondes qui sont tordus, qui tiennent debout, mais qui sont quand même dérangés par la vague ou déstabilisés par la vague, qui tiennent quand même debout, parce que nos mondes ont quand même tenu, étonnamment debout, parce que moi, je m'attendais à ce... Enfin, bon, on va dire, on va pas très bien, mais je m'attendais à ce que ce soit plus rapidement pire, même si je sais pas trop ce qui nous attend demain, mais... Je pensais vraiment qu'il y aurait une espèce de guerre civile ou quelque chose qui allait suivre, enfin, comme c'est souvent le cas après une épidémie. Ça a été quand même, après, relativement calme, après une période trouble. Mais par contre, ça a été une période où il y a eu une déferlante virale de haine qui a tout mélangé. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu les anti-pass contre les pro-pass, les anti-vax contre les pro-vax, avec beaucoup de violence. On aurait pu être pas d'accord. Ça me gêne pas. On a le droit d'être contre le vaccin, d'être pas d'accord. Mais en fait, ça a créé des dissensions phénoménales dans les familles, au travail, entre amis. Ça a été vraiment violent, quoi. Il y a eu des vraies ruptures de couple. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de situations très, très, très agressive, et surtout il y a eu des messages antisémites, fascistes, qui ont inondé les réseaux sociaux et qui ont inondé les manifestations, alors qu'il y a eu des chanteurs qui ont fait des chants que j'aimais bien dans les gares pour rester unis, qui n'étaient pas des chants justement qui se plaignaient, mais qui se plaignaient dans la bonne humeur, enfin dans quelque chose de solidaire en fait, pas dans la violence, alors qu'il y a eu des messages Corona dictature. Donc j'ai repris sur internet tous les messages, enfin beaucoup de messages en français, en anglais, non, en français et en italien, en espagnol, parce que c'est au niveau de l'Europe. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup en allemand, d'ailleurs. J'en ai peut-être pas trouvé. Alors voilà, il y a eu la phrase « Qui est l'ennemi ?» qui, renvoyant aux Juifs, évidemment. Il y a eu les camps d'expérimentation médicale du docteur Macron. Dans une manifestation, il y avait je suis Anne Frank, je suis Sophie Scholl », enfin une espèce d'amalgame comme ça qui banalisait complètement la Shoah et le nazisme et qui considérait que quand on est comment on appelait ça quand on est chez soi, je ne trouve plus le mot, confiné, le confinement ramenait au fait d'être caché quand on est juif. Le rapport entre le confinement, mais on l'a vraiment assimilé, enfin on les a reliés. Donc il y a eu le pass Covid égale dictature, pass avec deux SZ, donc avec le pass avec les S nazis. Hein. Bon, il y a eu des messages dans tous les sens. Donc j'ai fait certaines sculptures avec des messages positifs parce qu'il y a quand même eu des messages de solidarité. Au début, on applaudissait les infirmières, c'était super. Ça n'a pas duré. Hein. On a rapidement dénoncé les infirmières, les médecins qui nous amènent les virus. Enfin, il y a eu quand même toute une campagne comme ça de dénonciation qui était terrible. J'en ai encore entendu parler récemment. Quoi. Ils dénonçaient ceux qui faisaient une fête, ils dénonçaient ceux qui avaient dans le jardin quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. J'ai des gens qui m'ont raconté. Donc, je veux dire, vraiment, il y a eu une atmosphère où on s'est dit vraiment, on aboutit à de la haine. Et juste parce qu'il y a de la peur. Parce que c'est ça, c'est parce qui crée les génocides, c'est la peur de l'autre. Mmh. Et là, on y était vraiment dans cette peur de l'autre, extrême, quoi. Et ça m'a beaucoup ébranlé. Et je voulais vraiment ramener ça dans les écoles. Mais depuis, on est passé à autre chose. On a dépassé le Covid. Ce travail, je ne l'ai quasiment pas montré.
c'est bon, on est revenu, on est dedans, mais même plus à cause du Covid. D'accord. Donc vous vous intéressez à de nombreuses choses que vous dénoncez en fait. Oui, oui. Donc quels sont les autres combats que vous menez? C'est vraiment le rapport à la capacité qu'on a à la haine, quoi. Je veux dire, cette capacité qu'on a, oui, la haine de l'autre et la façon, enfin, ouais, la façon dont les réseaux sociaux nous montent par rapport à cette haine et la façon dont on est pris dans des discours tellement facilement et où en plus, depuis le Covid, parce que moi je trouve que le Covid a été quand même quelque chose qui a vraiment fait rupture, on ne peut plus parler. On ne peut plus discuter à deux. On peut parler tout seul, oui, un monologue, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est tous dans des monologues. Mais le dialogue, il est plus existant depuis le Covid. Et c'est vraiment, je trouve que c'est le Covid qui l'a mis. C'était peut-être déjà avant, mais le Covid, il l'a franchement mis. C'est-à-dire entre tous ceux qui avaient des arguments contre et ceux qui avaient des arguments pour, comme s'ils savaient, alors personne ne savait rien. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On est dans les discours par rapport à la guerre en Israël, on est pour d'un côté, contre de l'autre, alors qu'on n'y connaît rien. Enfin, moi, je ne suis pas pro Netanyahou. Franchement, je ne me mêle pas de la politique israélienne, même s'il y a des choses où je ne suis pas d'accord, vraiment. Je sais que Netanyahou, ce n'est pas quelqu'un de sympathique, tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas mon avis à donner, ce n'est pas mon président. Voilà, je n'ai rien à dire, je ne vote pas. Enfin, voilà. Et en fait, chacun a une position extrême, selon les réseaux sociaux, beaucoup. Et qui n'est pas position de vérité, mais que tout le monde pense comme une vérité. Et ça, c'est posé depuis le Covid, où il y avait tous ces espèces d'intellectuels là, scientifiques qui nous sortaient tous les soirs un autre, qui avaient chaque fois, ils savaient tous, quoi. On savait rien, en fait, hein, globalement. À part le fait que le vaccin nous a quand même diminué le nombre de morts. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Le reste, on ne peut pas dire. Mais c'est à ce moment-là que je trouve que c'était le plus problématique. Moi, je l'ai eu en consultation, des familles qui se sont écartelées, vraiment. Il y a des familles il y a une partie de la famille qui a quitté la région parce que simplement la grand-mère a été vaccinée. Et ils n'ont pas accepté qu'on vaccine la grand-mère, qui était en danger, en fait, qui avait des problèmes cardiaques. Et une partie de la famille a dit, si, il faut la vacciner. La grand-mère était d'accord. Bah, la belle-fille, enfin, une des filles, a dit, bah, puisqu'on ne m'écoute pas, je m'en vais. Et elle est partie en Bretagne. C'est-à-dire, il y a eu rupture. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, quoi. On ne peut pas avoir deux avis. Et on peut se dire, ben, je ne sais pas. Oui, c'est pas inintéressant ce que tu dis, mais on va regarder, on va les vérifier. Enfin, le dialogue, quoi, la réflexion. Et dialoguer, c'est pouvoir se remettre en question aussi. C'est pouvoir entendre l'autre. Or là, on peut plus s'entendre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on ne s'entend plus. Ouais, on Non. n'accepte plus Non. l'opinion Non, de l'autre. chacun est complètement clos et les réseaux sociaux l'amplifient énormément puisque finalement, par le système même des fonctionnements de réseaux sociaux, on n'est informé que par les gens qui pensent la même chose. Donc on n'a même plus la distance. Donc de temps en temps, moi je vais regarder autre chose, mais c'est vrai que c'est tellement agressif qu'en fait on n'a même pas envie d'aller regarder autre chose. Alors qu'en réalité, ce serait quand même intéressant d'aller voir un peu ce que les autres disent. Mais je le vois quand je le lis à mon mari et je lui dis, regarde la réponse de celui-là, il me dit, je ne veux pas l'entendre. Mais j'ai dit, mais t'as tort. T'as tort, mais il faut dire que de toute façon, on ne pourrait pas répondre. Parce que même si on répond, on n'est pas dans le dialogue. C'est peine perdue. Donc c'est vrai que je trouve que c'est très très dur ce monde. C'est un monde de violence, quoi. Ah oui, mais complètement. Ouais. Et donc là, prochainement, enfin en ce moment, on est en train de commémorer le génocide au Rwanda. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez fait plusieurs peintures à ce sujet. Vous pouvez me les présenter? Oui. En fait, j'ai commencé au départ par faire une famille qui, d'ailleurs, c'est important d'en parler. Elle vit à Strasbourg, Immaculée, et le jour même du lancement du projet, c'était lundi le 8. La veille, c'était le 7, c'était le jour anniversaire de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, le 7 avril. Le 7 avril au soir, donc elle n'était pas très bien, Immaculée, parce qu'elle a perdu beaucoup de membres de sa famille. J'ai peint 5 membres de sa famille, toutes les photos qu'elle avait, de tous les membres qui ont été assassinés. Ce jour-là, donc, c'était le souvenir de sa maman, entre autres. Et dans la nuit, elle a une énorme croix gammée sur sa maison qui a été peinte dans la nuit du 7 au 8. Et le 8 au matin, elle m'envoie un message. J'étais en train de monter l'exposition pour le lancement. Et elle m'envoie un message. Elle est dans un état et elle est malade depuis, en fait. Elle avait une croix gammée comme ça. J'ai la photo, hein, une immense croix gammée sur sa maison. Elle vit à côté elle est au Wacken, hein, dans un quartier de petites maisons. Et c'était la seule maison qui avait une croix gammée. Elle n'est pas juive. Elle est noire, rwandaise. Son mari est blanc.
Et donc elle était effondrée, mais effondrée vraiment. Elle n'a pas pu aller travailler, mais elle est en arrêt maladie. Son mari, elle vient de me laisser un message ce matin, je n'ai pas encore eu au téléphone, il a fait une embolie pulmonaire. Elle me demandait si ça pouvait être en cause. Je pense que oui, certainement. Et en fait, ils ont appris par des voisins qu'il y avait une deuxième maison qui avait une croix gammée. C'était des juifs. Il n'y a pas de juifs dans ce quartier. Donc en fait, on a repéré les juifs qui sont même pas forcément dans la maison, parce qu'elle m'a dit je les vois jamais, je ne sais même pas qui c'est. Mais voilà, donc 2 maisons. Et leur voiture à eux avait une énorme croix gammée aussi qu'ils ont eu du mal à enlever. Donc la voiture et la maison. Donc c'est pas un hasard. On a repéré la voiture et la maison. Il n'y en a eu aucune autre voiture. Et elle m'a dit le jour même, on a tué ma mère et maintenant c'est moi qu'on tue, quoi, qu'on désigne à la mort et je m'en remets pas. Et quand elle a vu qu'il y avait des juifs aussi qui avaient été touchés, elle est allée un peu mieux, parce qu'elle avait vraiment l'impression que c'était contre les Tutsis, qu'elle s'est répétée d'histoire. Et elle est allée un peu mieux. Mais elle m'a dit, la police a dit, mais pourquoi vous pourquoi vous avez une croix gammée, mais vous avez quelque chose à faire avec les juifs? Alors, elle ne savait pas, sauf que moi, je pensais qu'elle allait mieux, et elle m'a dit que ça ne va pas du tout. Elle pleurait au téléphone, là, ce matin, il faut que je l'appelle. Elle m'a dit, en fait, ça a tout réactualisé, je vis dans la peur, j'ose plus ouvrir mes fenêtres. Je suis aujourd'hui dans la peur et moi, je ne voulais pas laisser rentrer la peur. Et ça a ravivé tout ce qu'elle vivait au Rwanda, quoi. Parce qu'au Rwanda, elle a quitté le Rwanda avant 94 parce qu'on l'a fait fuir, enfin, on lui a permis de s'échapper. Et en l'occurrence, ça va être étonnant, elle a été envoyée en Israël. C'était la seule noire, il n'y avait pas de noire à l'époque en Israël. Et elle a été envoyée juste pour les Canadiens l'ont envoyée dans un kibbutz, genre tu fais un stage bidon, mais juste pour éviter. Et après, elle est arrivée en France. Et sa famille, par contre, subissait déjà la discrimination par les Hutus depuis 59. Son père a été tué en 59. Elle a été emprisonnée bien largement avant 94. Donc, je veux dire, elle a subi tout ça dans son corps et dans son histoire. Hein. Je veux dire, elle a perdu son papa. J'ai pas fait le portrait de son papa. Elle n'a pas de photo. Donc, j'ai pas fait son portrait. Donc, au tout début, j'ai peint les 5 membres de sa famille. Je voulais peindre pour elle, en fait. Je l'ai entendue, elle m'a émue et j'ai dit, je vais peindre quelque chose. Puis après, j'ai monté une exposition entière. Donc, en fait, j'ai fait 30 portraits et là, je l'ai construit de façon très rationnelle. C'était pas affectif, c'était très construit. Je voulais qu'il y ait un résistant, je voulais qu'il y ait un juge qui a été assassiné après le génocide parce qu'il faisait les jugements des coupables, des Hutus qui avaient assassiné. Et du coup, il a été tué. Pour bien montrer en fait la suite du génocide, j'ai fait des justes qui ont aidé. J'ai fait des gens qui ont la résilience en eux, entre autres. C'est pour ça que je l'ai fait lui. Donc lui, c'est Thierry Sebangawa, que j'ai trouvé sur Internet. Donc il y a des gens qu'elle m'a nommés. Il y en a d'autres que c'est moi qui ai trouvé. Et Thierry, je l'ai fait parce que il a perdu 80 ou 90 membres de sa famille qui ont été assassinés. Il restait tout seul. Et il raconte qu'il avait décidé de mourir, en fait, qu'il ne pouvait pas survivre à ce qui s'était passé. Et du coup, il s'est rappelé que son père lui avait fait lire quand il était jeune le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Et il s'est dit, Martin Gray, il a perdu sa famille, il a remonté, d'un camp, il s'est échappé. Et il a perdu sa famille par la suite en incendie dans le sud de la France, hein, donc une nouvelle famille qui a été brûlée dans un incendie. Et tout ça, il remonte, et il se ressaisit, il se reprend. Et il s'est dit, ça va m'aider à remonter la pente. Et il s'est dit, comment les Juifs font pour transmettre? Je vais arriver si je transmets. Comme ça, je transmettrai la force de mon père que je vais rappeler. Et donc, il est parti en stage au Mémorial de la Shoah, faire un espèce de séminaire de formation pour voir comment les Juifs ils font pour transmettre, parce que eux, ils savaient pas transmettre, c'était tout frais. Et quand il est revenu avec des photos des camps de concentration et d'extermination. Et il a affiché dans la maison de ses parents toutes ces photos. Il a appelé la maison Shalom House, la maison de la paix. Et il a organisé des groupes de parole dans cette maison, en se disant que de toute façon, on est obligé de vivre aujourd'hui Hutu et Tutsi ensemble. On s'appelle tous Rwandais. Il n'y a plus le mot Hutu et Tutsi, ça n'existe plus.
Mais il faut imaginer que c'est invivable de vivre à côté du tueur qui a tué, qui a violé, qui a volé le bétail, etc. Et eux, ils continuent leur vie avec des enfants, etc. Alors que les femmes sont restées seules, sans mari, sans enfants. Enfin, c'est affreux. On n'imagine pas comment ils arrivent à vivre aujourd'hui ensemble. Et donc lui s'est dit, pour qu'on puisse vivre, il faut qu'on arrive à se reconstruire. Donc il faut qu'on puisse parler. On parlait de dialogue, mais c'est vraiment ça. Donc il s'est dit, on ne peut pas parler du génocide, ni ceux qui sont survivants, ni les descendants, ni les auteurs de crimes. Donc la seule façon d'en parler, c'est on va parler des autres. Et comme ça, indirectement, on parlera de nous. Et donc il faisait parler de la Shoah. Et ça a permis des échanges. Et donc, à la sortie, il distribuait une kippa, donc le petit chapeau que les juifs mettent, les hommes juifs. Il distribuait ça aux hommes quand ils partaient. Et il se disait, ben voilà, c'est comme ça que j'arrive à transmettre. Et c'est ça ce qui me tient debout. Maintenant, il a réussi. Il a fait ce qu'il pouvait. Je pense que c'est toujours des petites pierres. Et chaque petite pierre à l'édifice, ça sert à quelque chose. Maintenant, il a arrêté parce qu'il n'avait plus financièrement la possibilité d'entretenir cette maison. Donc, il s'est arrêté. Mais je trouvais que c'est important de dire, finalement, c'est en s'approchant d'un autre génocide, et c'est le sens de mon travail, on arrive à gérer celui qu'on vit nous. Donc c'est le sens du travail que je fais, c'est de dire qu'on parle de la Shoah ou qu'on parle d'un autre, on parle de tous les génocides en même temps, parce que le mécanisme du génocide est le même. La façon dont ça se passe, c'est pas le même, mais le mécanisme qui mène au génocide, c'est toujours les mêmes. Et c'est quoi d'après vous ? C'est toujours la désignation d'un groupe, bouc émissaire. Toujours, ça va être les Tutsis, ça va être les Arméniens en disant qu'ils mettent en danger, et on estime toujours que ce groupe met en danger le pays où on vit. Donc tous les autres seraient en danger, que c'est eux les dangers. On arrive au fur et à mesure par les médias, que ce soit les journaux, les radios, on arrive à vraiment faire adhérer le peuple. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'on fait adhérer au fil du temps, on commence à discriminer, on commence les paroles démarrent, après c'est les actes. Après, comme au Rwanda, on tuait des gens régulièrement. Bien avant 1994, il y avait sans arrêt des crimes de groupe, comme les pogroms qu'il y a eu avant la Shoah. C'est la même chose. Et tout doucement, on en arrive à une politique d'État, on va dire. Et tant que l'État tient, ça va. C'est quand l'État ne tient plus. Et aujourd'hui, on peut être inquiet de la suite de de la France, par exemple, et puis de tous ces pays qui deviennent l'extrême droite en Europe. Donc on peut s'interroger sur ce qui se passera en France ou en Europe, j'en sais rien. C'est tant que le gouvernement tient, et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, le gouvernement a quand même tenu. Et il n'y a pas eu, alors même s'il y a eu des lois qui sont allées trop loin, on nous a trop enfermés, ok, mais quand même ça a tenu. Mais si on a un gouvernement qui prend tout ça à bras-le-corps et qui s'en sert, on est tous un peu mal, parce que c'est à ce moment-là qu'on en arrive à désigner un coupable. Alors, ça va être les musulmans de façon générale, ça va être les juifs, ça va être les migrants, je ne sais pas qui. Et c'est comme ça qu'on en arrive à répéter un génocide. Enfin, je veux dire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de se relier tous ensemble pour qu'on puisse parler du génocide en tant que tel. Parce que après, comment il se fait, là, on n'a pas d'impact. Mais par contre, sur la construction du génocide, oui, ça, on a un impact. Et surtout en reconnaissant les mécanismes, oui. On arrive à le détecter. Exactement. On peut déjà ne pas être pris par un discours. Déjà, questionner les discours. Dès qu'on est pris dans quelque chose, se dire, stop, ça y est, je réfléchis, ou je me pose. C'est extrêmement important de se re-questionner, de ne pas se laisser happer par un discours. Donc voilà, je pense que pour les jeunes, c'est essentiel. Et donc il y a lui qui est important, et puis il y a eux deux. Alors c'est qui eux deux ? Eux deux sont deux victimes qui sont morts le même jour. Alors l'une, Mireille Knoll, qui est décédée, assassinée par un jeune islamiste qui était son voisin, qu'elle connaissait depuis tout petit, et qui a décidé de la tuer simplement parce qu'elle était juive. Donc c'était une dame qui n'était pas riche, qui avait une maladie dégénérative, donc qui était en chaise roulante. Il l'a incendiée, il l'a brûlée vive dans son appartement, et juste parce qu'elle était juive, avec des discours antisémites. Et elle est morte le 28 mars 2018. Or, le 28 mars 2018 est mort ce monsieur, le même jour, pas au même endroit. Elle, c'était à Paris, je ne sais plus l'arrondissement, et lui, c'était à Trèbes.
Il a donné sa vie dans un supermarché où il y a eu un acte terroriste, une prise d'otage, et il a demandé aux terroristes de libérer la caissière et de le prendre lui à la place en se disant que, donc c'est le colonel Arnaud Beltrame, en disant, moi je vais peut-être arriver à parlementer. Bien sûr, je prends des risques pour ma vie, mais je vais peut-être arriver à parlementer. Elle ne peut pas y arriver, cette femme. Et donc la femme est libre aujourd'hui, est vivante, quoi. Et lui, il a été tué, égorgé par le terroriste. Et pourquoi je les présente dans toutes les écoles depuis 2018, je les ai peints tout de suite, parce que pour moi, c'est vraiment le symbole même alors c'est pas un génocide, mais voilà, ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire dire, on peut encore être aujourd'hui en 2024, c'était en 2018, être tué juste parce qu'on est juif, en sachant qu'elle a évité le Veldiv, qu'à l'époque elle vivait en France, qu'ils sont partis dans le sud, donc elle a échappé à ça et elle est quand même morte en tant que juive, mais en 2018, alors on n'imagine pas, enfin on n'imaginait pas, aujourd'hui on l'imagine, mais qu'on pouvait mourir de ça. Il y en a eu pas mal des crimes comme ça antisémites. Et la même chose en 2018, dire il y a des gens encore aujourd'hui qui ont des valeurs et qui sont prêts à prendre un risque. Ils disent pas je veux mourir, mais ils prennent le risque de mourir pour sauver une inconnue, parce qu'ils ne la connaissaient pas, ils ne l'avaient jamais vue, cette femme. Donc c'est vraiment le don de sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Donc ces deux comportements qui sont des comportements de l'histoire, c'est pas des comportements de l'histoire, c'est des comportements actuels. Et je trouve que c'est peut-être plus parlant pour les jeunes. Alors étonnamment, Mireille Knoll, personne ne la connaît dans les écoles. Et depuis pas longtemps, Monsieur Beltrame, il y a toujours un ou deux élèves qui me disent mais oui, c'est le colonel là, Beltrame, et ils le savent. Alors qu'au début, personne ne le connaissait, mais là on vient de faire un timbre à son effigie. On en a quand même reparlé, donc ça joue quand même de rappeler la mémoire, ça rappelle l'acte. Et par contre, ce qui est étonnant dans les classes quand j'en parle, je parle de deux, j'allais dire Camerounais, mais ils ne sont pas Camerounais, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, je me rappelle. Mali, deux Maliens, je crois qu'on dit, deux Maliens que je nomme comme étant des justes aussi. Et tous les élèves les connaissent, les deux. Alors l'un, c'est parce qu'on l'a appelé l'homme singe. C'est celui qui a sauvé un petit garçon qui était sur un balcon dans la région parisienne et qui a failli tomber du balcon. Et il a grimpé comme Tarzan et il a sauvé le petit garçon en prenant des risques pour sa vie. Et quand je nomme, mais tout le monde, alors là, tout le monde le connaît. C'est ça ce qui est incroyable. Et en fait, je les présente toujours. Je ne les ai pas peints, mais c'est pour signifier que ça les touche, enfin qu'ils se rendent compte. Et l'autre, c'est celui qui était dans l'hypercachère à Paris et qui a aidé les gens en bas dans la chambre froide. En tout cas, dire c'est des hommes justes qui ont agi aujourd'hui et qui tiennent pas compte de la religion, de l'âge, enfin ils s'en foutent, ils connaissent pas celui qui sauve, mais ils prennent le risque de leur vie pour sauver quelqu'un. Batali, il s'appelle. Voilà. Et donc, ouais. Et ça, c'est en fait par rapport à. C'est pour tous les génocides. En fait, j'ai travaillé pour le Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette peinture rouge. Là, avec un miroir, j'ai dessiné la carte du Rwanda. C'est le Rwanda. Et les numéros qui passent au milieu sont là pour que nous, on soit face à ces numéros et que notre visage se reflète. C'est-à-dire, nous sommes témoins de la barbarie, témoins du génocide. Et Ibuka, ça veut dire souviens-toi, en Kinyarwanda, qui est la langue du Rwanda. Donc l'idée, c'est vraiment, on avait juré après la Shoah, on s'était dit plus jamais ça. Bien sûr, on sait aujourd'hui que c'est du pipeau. On le voit sans arrêt que c'est du pipeau. Mais l'exposition, j'avais dit, on avait dit plus jamais ça. Et pourtant, en 1994, voilà. Mais depuis, il n'y a pas que 1994. Alors vous dites c'est du pipeau, justement, quelles sont les méthodes, d'après vous, comment éviter qu'un génocide se répète? Est-ce que vous avez des réponses d'abord? Moi, je pense déjà Alors, il y a tout un travail sur l'histoire, mais la plupart des élèves sont absolument insensibles à l'histoire, même si je pense que c'est absolument indispensable. Moi, personnellement, je ne suis pas historienne et je suis pas du tout capable de transmettre l'histoire, du tout. Donc, je ne fais pas du tout un travail sur l'histoire. Il faut vraiment que ça reste le métier du professeur d'histoire. Donc ça, c'est une nécessité de transmission, mais je pense quand même que cette transmission-là, elle passe par... Elle est indispensable, mais je pense qu'elle ne touche pas le cœur des élèves et qu'il faut quand même toucher la sensibilité. Parce que je le vois quand j'interviens, ils sont vraiment happés par certains visages et du coup, le visage les intéresse et du coup, il y en a vraiment qui sont touchés. L'année dernière, il y a ils ont fait parler des portraits dans une classe à Kléber. Ils ont choisi quel portrait les toucher. J'avais monté une exposition à Kléber, au lycée, et ils ont
choisi chacun un portrait et ils les ont mis à 2 ou à 3 devant eux et ils ont parlé au nom de la personne. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué qu'est-ce qui les touchait dans ce portrait et ils l'ont raconté au nom de la personne. Ces élèves, je pense qu'ils ne vont pas vivre. Ils vont intégrer ce que l'individu subit dans un génocide. Autrement, c'est tellement loin de soi. On ne réalise pas. Enfin, je veux dire, franchement, mais même moi. La semaine dernière, j'ai écouté une vidéo parce qu'il y a une élève qui a décidé de faire une valise. Donc j'ai travaillé un peu sur ce qu'ils ont choisi. Je ne connais plus le nom de la jeune fille. C'est une jeune fille qui vient du Congo, qui est partie en Belgique. Et ben, elle témoigne, cette jeune fille, je comprends. Elle témoigne de son départ, du risque qu'elle a pris par rapport à, elle dit génocide, bon c'est quasi génocide, c'est pas reconnu comme un vrai génocide. Mais enfin, c'est des risques vitaux au Congo. Elle est arrivée en Belgique, vraiment ça a été extrêmement difficile sa venue là, et elle se bat maintenant pour les droits de l'homme. Et ben, je pense que de venir à ça, ça sensibilise plus les élèves d'écouter cette jeune fille parler, qui est très émouvante et très engagée. Et ben de retracer quelqu'un qui s'engage, ça les sensibilise au génocide parce que ça les touche au niveau d'une fibre, quoi, quelque part. Donc ça passe par l'émotion. Je pense, on disait toujours, il ne faut pas que ça passe par l'émotionnel, il faut pas. Mais moi, je pense quand même que c'est un monde qui manque d'empathie et que l'empathie, elle est quand même nécessaire. L'histoire aussi, c'est pas du tout contradictoire, mais l'empathie, elle est quand même nécessaire. Parce que sinon, on s'en fiche de tout, enfin, ça glisse, quoi. Et les élèves, ils sont très endurcis quand même, à la fois très sensibles et très fragiles, et à la fois très endurcis sur les images de mort, parce qu'ils voient ça tout le temps, ça banalise tellement. Quand on voit l'Ukraine, maintenant, on n'en a plus rien à faire. Enfin, globalement, là, il y a eu, cette nuit, c'est passé un drame pas possible, il y a je ne sais pas combien de morts, on s'en fout royalement, hein. Maintenant, c'est Israël et c'est l'Iran et on est passé à autre chose. Je veux dire, alors qu'au départ, moi, quand il y avait la guerre en Ukraine, moi, j'étais j'écoutais en constant, quoi. J'écoute plus jamais l'Ukraine. Je suis passée à Israël. Mais avant, j'étais totalement pris par l'Iran. J'ai fait une peinture pour l'Iran à un moment parce que on était pris quand il y a eu les manifestations, les femmes. Et puis un drame efface les autres, quoi. Et c'est ça le problème. Donc, si on le ramène à un individu, on est quand même touché. Alors qu'autrement, ça banalise. Bon, il y en a tellement. À la limite, on se met une carapace et puis ça glisse, quoi. Il faut que ça glisse. Je pense qu'il faut les deux. Je pense que c'est indispensable. Il y a plusieurs élèves qui ont dit qu'ils allaient faire une valise sur Elle s'appelait Sarah. Donc, ils ont lu le livre ou ils ont vu le film. Ça les a touchés. Et du coup, ils font une valise sur la Shoah au travers de l'histoire de Elle s'appelait Sarah. Donc, comme quoi, il y a quelque chose qui est passé parce qu'ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Ils ont choisi, voilà. Il y a d'autres sujets, je ne sais plus qui ils ont fait, mais je pense qu'il faut quand même y aller par la sensibilité. Là, je suis intervenue aussi à l'école Sainte-Anne, à l'école privée Sainte-Anne à Neudorf. Les élèves m'ont écrit des messages incroyables, quoi. Ils ont été vraiment 2 heures, ils n'ont pas bougé 2 heures. Les gamins aujourd'hui ne tiennent pas 2 heures. Je n'ai pas compris comment ils tenaient. J'ai voulu faire une interclasse, les profs ont dit non. Il y a un élève qui a dit le seul défaut, c'est qu'on aurait dû s'arrêter 5 minutes. Mais hormis ça, ils ont été complètement subjugués par les histoires que j'ai racontées. Ce qui prouve bien que ça les a touchés quelque part. Et je pense que quand ils feront à l'école en histoire quelque chose, ça n'a pas le même impact. Je pense que ça parle plus. Je pense pareil qu'un témoin, il n'y a rien qui remplace un témoin. Moi, je ne remplace pas le témoin. L'année dernière, il y a Albert Barbout, pardon, qui est venu, c'est un enfant caché de Marseille que j'ai fait venir et qui a témoigné dans plusieurs écoles. Les élèves, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ça y est, c'est plus la même chose. Ils étaient extraordinaires, mais rien ne remplace ça. Il transporte les élèves, c'est bon. Voilà, il transmet. Je pense que c'est sûr qu'on les touche, mais il faut passer par l'affect et puis un lien direct avec eux. On vous a demandé de peindre les porteurs de mémoire. Est-ce que vous pouvez me montrer le résultat de ce travail et m'expliquer en quoi il consistait exactement ? Alors la question, ça a été d'accompagner un groupe d'élèves, il y avait une vingtaine ou trentaine d'élèves qui venaient de Coutances, avec un enseignant extrêmement engagé. Cet enseignant avait créé depuis de nombreuses années une association scolaire qui est gérée par les élèves, où lui est présent, mais c'est géré par les élèves, et où il organisait depuis de nombreuses années, ça s'arrête, c'est la dernière cette année, des voyages, 2 voyages par an de mémoire dans différents lieux, mais des lieux où les gens ne vont pas. C'est-à-dire qu'il va par exemple sur une plage où il y a je ne sais combien de personnes qui ont été assassinées, jetées dans la mer, et il va nommer
les noms de tous ceux qui ont disparu dans ce lieu, qu'il fait nommer aux élèves, qui égrène les noms de tous les disparus. Et donc tout le voyage est un voyage mémoriel, mais très très puissant, avec une transmission incroyable. Donc il m'a proposé de venir pour, après coup, peindre les porteurs de mémoire, c'est-à-dire les élèves qui portent la mémoire. Alors, j'ai accompagné le voyage, mais je n'avais pas prévu. Il m'a demandé, en plus, de construire le voyage avec lui. Donc, j'ai ramené des reproductions de portraits que j'avais fait de chaque lieu, des musiques, des textes. Lui, il a beaucoup plus... il a rempli le voyage beaucoup plus que moi, mais j'ai rajouté ma touche, on va dire. Et quand je suis revenue, il s'agissait de voir comment peindre ce que j'avais ressenti, mais aussi au travers des élèves. Et du coup, j'ai peint... Alors, il s'avère que j'étais tombée sur mon poignet et que pendant 2 ans, j'étais handicapée du poignet droit, donc je ne pouvais pas peindre. Donc au retour, je m'étais engagée à un travail que je ne pouvais pas faire. Et c'était au moment du Covid. C'est-à-dire que j'ai été opérée la 2e fois juste avant le confinement. Et du coup, comme je ne pouvais pas peindre, je ne savais pas comment rendre cette mémoire, puisque j'avais l'habitude de peindre. Et je ne pouvais absolument pas peindre, je ne pouvais pas tenir un pinceau. Et donc j'ai commandé des plexiglas. J'ai pas fait le rapport avec le Covid. Il s'avère qu'au moment du Covid, on avait tous des plexiglas, mais c'était pas du tout l'objectif. Moi, j'ai pris des plexiglas parce que à Varsovie, il y avait un musée, le musée Pauline, qui est un musée qui a été créé pour la mémoire de l'histoire des Juifs de Pologne. Dans le musée Pauline, le démarrage du musée, c'est des grands arbres, des grandes plaques en verre ou en plexiglas, j'en sais rien, avec des forêts, mais des grandes plaques. Ça m'a énormément impressionnée. C'était magnifique. Et ça symbolisait le fait que les Juifs étaient les racines de la Pologne étaient juives. C'était ces arbres, cette forêt, quoi. Et j'ai quitté le voyage et je me suis dit, mais je vais travailler avec le plexiglas. Alors à l'époque, j'ai pas intégré que j'avais tellement mal au poignet. Je pensais découper du plexiglas, enfin des choses comme ça, mais c'était pas ce que j'ai fait. Donc j'ai pris du plexiglas toujours du même format. J'ai décidé que la seule chose que je pouvais faire, puisque je pouvais pas peindre, c'était de faire du transfert d'images, c'est-à-dire découper avec une main, ça marche, découper des images, les coller sur le plexiglas, mais comme je voulais garder la transparence, parce que l'idée de voir la mémoire, c'est d'avoir un œil sur le passé qui est derrière le lieu. Parce que quand on va dans les lieux de mémoire, ce qui est frappant, c'est qu'on voit rien en fait. Il reste rien, en tout cas ça parle pas. Qu'est-ce qui fait parler le lieu? C'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on entend des témoignages, ou ce qu'on imagine, mais certainement pas ce qu'on voit. Donc mon idée, c'est que le plexiglas était parfait pour ça, mais il fallait garder la transparence. Et que pour garder la transparence, il fallait que j'enlève le papier de ce que je faisais, ce que je collais comme image. Donc en fait, en collant les images et en les mouillant à l'eau, j'enlevais le papier et l'encre restait simplement imprégnée dans la colle, ce qui fait qu'on gardait la notion de transparence. Donc les monuments ou le lieu lui-même étaient inscrits, mais avec une transparence. Et l'idée, c'est que la mémoire, on l'éclaire en fait. C'est pour ça que je mets une lumière derrière. L'idée, c'est qu'on éclaire la mémoire par le témoignage ou par ce qu'on raconte. Et du coup, au fur et à mesure qu'on s'approche de plus près et qu'on éclaire de plus en plus la mémoire, en fait, elle se construit, en fait, cette mémoire. Alors que le lieu n'est pas parlant. Et c'était ce qui m'a frappé dans beaucoup de lieux, c'est que vraiment, le lieu ne nous dit rien. Donc, quand les gens disent « on va à Auschwitz », ça n'a aucun sens d'aller à Auschwitz pour voir Auschwitz. Enfin, si ce n'est l'immensité, parce que ça, c'est très impressionnant. Mais hormis ça, si on raconte pas le vécu des déportés là-bas, si on raconte pas la sensation, les élèves, ils voient ça de façon externe, même s'ils voient le côté grand, parce que c'est vraiment impressionnant cette usine, quoi. C'est dingue, j'imaginais pas cette taille, mais ce qui est important, c'est quand Ida Greenspan raconte quand ils allaient aux toilettes, quand ils allaient ce qui se passait, quand on se couchait, ce qui se passait, qu'on leur passe un enregistrement. Là, quelque part, ils sont vraiment plongés dans... On ne voit pas juste des chalites, on ne voit pas juste on voit ce que la personne a vécu enfin, dans le camp. Et ça, c'est important qu'ils se rendent compte, la déshumanisation, qu'ils la réalisent, cette déshumanisation. Parce que là, ils le voient, ok, ils voient des cabanes, ou ils voient des... Enfin, ça ne va pas les toucher profondément. Mais si ils se rendent compte, comme c'était dur, moi je me souviens de discours, j'ai eu froid, mon père m'a donné sa veste, mon père a eu froid, il est mort dans la nuit. Voilà, si on leur raconte ça, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que moi, on a téléphoné à un témoin pour qu'il raconte, et on a lu un texte
qu'il a écrit pour sa mère et sa sœur qu'on a lu sur place, un poème qu'il avait écrit. Et tout ça, ça rend le lieu, enfin, ça l'habite, on va dire. Voilà, c'est assez important. Et donc le travail que j'ai fait, c'est vraiment un travail où j'ai introduit les photos des élèves que j'ai introduits dedans. Là, par exemple, ça c'est sur la ville de Lidice. Lidice, c'est l'équivalent d'Oradour-sur-Glane. Donc c'est une ville qui a été un village qui a été entièrement rasé, brûlé. Tous les hommes ont été assassinés en représailles parce qu'on a considéré à tort qu'ils allaient payer le fait qu'il y ait des résistants qui ont voulu tuer Reinhardt. Donc, puisqu'ils ont tenté de le tuer, et ils l'ont eu, puisqu'il est mort de ses blessures, puisqu'ils ont voulu le tuer, on va, pour l'exemple, complètement démolir ce village. Et contrairement à Oradour, où on a gardé les traces du village, là, on n'a rien gardé. Il y a une pelouse avec quelques constructions, quelques sculptures, enfin monuments, on va dire. Mais il reste rien. Il y a un musée, mais il reste rien. Et donc, mon idée, c'est comment on transmet la mémoire d'un lieu où il reste rien. Donc, j'ai mis des élèves qui se reposent, qui pensent, d'autres élèves qui montent. Là, la lumière, parce qu'en allumant la lumière, on éclaire cette mémoire. Oui, donc vous passez une lampe derrière le plexiglas. Hein. On se rend compte, donc là c'est les enfants, les garçons qui ont été embarqués dans les camps. En haut, il y a les noms, c'est ce qu'on voit là-bas, c'est tous les noms qui sont en tchèque, puisque Lidice est en République tchèque. Et ici, on voit les mamans. J'ai collé les mamans, ce qui fait que, et là on a les enfants qui avancent, et quelque part il y a des monuments qui ont été construits aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de montrer que dans ce lieu vide, comment on peut raconter la mémoire. Et il y a des enfants qui sont les 2 survivants, qui sont là, dont on peut raconter, j'ai le texte et qu'on peut raconter. Mon idée au départ, quand j'ai fait ça, l'objectif, c'était de les exposer à Coutances et que les élèves se revoient dedans. Mais Covid... Donc l'exposition n'a pas eu lieu. Après, les élèves sont devenus grands, c'était des élèves de première terminale, c'était fini quoi. Donc on les a pas exposés là-bas. Et il y en a, en fait, j'en ai fait 25 plexiglas comme ça. Et l'idée, c'est de monter une exposition quelque part, ce qui n'a pas encore eu lieu. Je les expose comme ça. Ils n'ont jamais été exposés. Ils ont été exposés comme ça, 2, 3, mais jamais une exposition en tant que telle. Ça justifie une exposition vraiment. Surtout qu'il y a tout un texte à chaque fois qui raconte vraiment chaque lieu. Là, ça raconte peu de choses, si ce n'est que c'est des gens. Donc ça, c'est Auschwitz. Et l'idée, c'est que les jeunes vont vers la mémoire. Donc on voit les jeunes qui avancent vers Auschwitz et les déportés qui en sortent. Voilà, c'était l'idée. Et donc il y a toujours les numéros, puisque pour moi il y a partout les numéros à l'envers. En fait, ce sont des réalités qui se superposent. Quoi. Voilà, l'idée c'est ça. Et en fait, j'en ai fait 20 comme ça, sur chacun des lieux. Il y en a sur Treblinka, il y en a sur Prague, le cimetière de Prague aussi. Et du coup, ça permet en fait à chaque fois, Lodz, ça permet à chaque fois de raconter l'histoire du lieu à travers les visages, puisque j'ai toujours mis les visages dont on a parlé dans chaque lieu, j'ai pris des notes, ce qui fait qu'en soi, ça permet vraiment de raconter le voyage de mémoire. C'est comme un carnet de voyage, en fait, mais un carnet de voyage par des plexiglas. L'idée, c'était qu'il y avait 2 choses. L'idée, c'était que c'était vraiment un rapport entre le passé et le présent aujourd'hui. Et comment on fait jouer ça ? Ah oui, parce que j'ai pas dit qu'il y en a, c'est fait sur de la colle, ceux-là. Mais il y en a d'autres où j'ai fait un travail sur la cire chaude. Et j'ai travaillé avec la cire chaude qui amplifie encore la transparence, parce que la cire chaude, on peut coller sur plusieurs épaisseurs. Donc on colle sur un premier niveau, puis on met de la cire au-dessus et on remet une deuxième niveau et on voit toutes ces mémoires qui se juxtaposent. Et c'était symboliquement important aussi, ce travail à la fois sur le plexiglas qui, théoriquement dans le cadre du Covid, nous éloigne les uns des autres, nous protège. Et là, ça nous rapproche, la mémoire. Donc, je trouve que symboliquement, c'était assez puissant, on va dire, comme idée. Et la cire, c'était aussi important par rapport au LED, parce qu'il faut que la lumière soit froide, parce que sinon la cire fond, ce qui n'est pas top. Et donc, l'idée qu'il y ait le LED, donc ce matériau contemporain, avec la cire, qui est un matériau ancien. Et je trouvais que c'était aussi ce rapport au passé, comme ça, de renvoi de l'histoire, de la même façon qu'il y a les lieux anciens, plus les élèves d'aujourd'hui. Enfin, il y avait tout ce jeu entre le passé et le présent que je trouvais vraiment intéressant avec le plexiglas. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'était un travail vraiment intéressant, qui n'est pas assez abouti au niveau du mode d'exposition. J'ai espéré que des élèves
en section électricité ou quelque part dans une école, puisse faire un système qui ferait allumer, éteindre. On installerait des LED tout le long et qui s'allumerait, qui s'éteindrait à un certain rythme pour qu'on voit la mémoire apparaître et la mémoire s'estomper et réapparaître qui aurait. Ça, je ne sais pas le faire, mais pour ça, il me faudrait des élèves. Ah oui, c'est super comme idée. C'est vraiment, mais je n'ai pas trouvé. Je suis allée dans une école et il y a une section, mais cette année, ils n'ont pas d'élèves. Mais ça, j'aurais vraiment aimé. Je pense que ce n'est pas très compliqué pour les élèves à faire. C'est, parce que c'est un seul système. Hein. On les mettrait tous côte à côte, mais moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Mais ça mériterait en tant que tel une exposition comme ça. Juste de ça, je pense que c'est assez fort, quoi. Le présent est aussi quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, puisque vous peignez aussi sur l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez me montrer le tableau justement que vous avez peint? Là, j'ai travaillé sur l'Ukraine, j'étais très très choquée. En fait, au moment où il y a eu l'Ukraine, ce qui m'a choquée, c'est j'ai vraiment vu des images de la dernière guerre. Quand on a vu ces femmes qui partaient dans les gares avec leurs enfants, il y a eu un retour comme ça dans la mémoire. Enfin, la mémoire, on l'a pas vécu, mais ça nous a vraiment renvoyé aux mêmes images de voir. Nous, il y a une jeune femme ukrainienne qui a travaillé chez nous. Elle dit qu'elle est arrivée à la gare. Et ben à la gare, ils ont dû laisser leurs valises. En parlant de valises justement, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs valises, mais il n'y avait pas de place dans le train. Donc ils ont laissé toutes leurs valises intégrales sur le quai de la gare. Alors ceux qui sont partis en voiture, c'est différent. Mais les autres en train, ils ont laissé leurs valises, il n'y avait pas de place dans les trains. C'est impressionnant en fait, je veux dire, de penser ça. Et du coup, j'ai voulu représenter vraiment ce que moi je voyais de ce qui se passait en Ukraine. Donc j'ai travaillé en cire aussi. En cire, c'était le même moment hein, où je ne pouvais pas peindre, donc c'est toujours pareil. Donc j'ai travaillé en cire et avec des reproductions que j'ai trouvées de bâtiments ukrainiens exclusivement, donc qu'on trouvait sur Internet, de bâtiments qui s'écroulent. Celle-là, c'est une photo qui est assez connue. Moi, je l'ai vue beaucoup sur Internet. Il y a là, une partie de la maison qui a disparu, quoi, de l'immeuble qui a disparu. Donc j'ai travaillé avec la cire qui a un avantage, c'est que comme on chauffe avec un chalumeau la cire, on peut la bouger et la faire se mouvoir, donc elle peut déformer les bâtiments. J'ai montré les foules de gens qui s'en vont. En fait, c'est tout ça sous le regard de deux enfants, à l'image de la petite fille au manteau rouge de Schindler. Je voulais en fait que cette petite fille était le symbole en fait de cette petite fille sur laquelle on portait le regard. Et là, c'était pareil. C'est pour ça que je les ai un petit peu entourés comme ça de cire. Et ça, c'est vraiment là où on voit bien la cire. C'était l'idée que, voilà, eux nous donnent à penser. Qu'est-ce que les adultes nous font, quoi ? C'était ça la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Alors, j'ai mis quand même les colons de la paix. Parce que j'essaie toujours de mettre un peu de positif, même si je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, je les avais pas vus. Ouais, je les ai mis. Ouais. Je me suis dit, c'est mieux qu'il y en ait un peu. J'ai toujours du mal à mettre du positif quand même. J'essaie de transmettre du positif, mais bon, voilà. C'était. Et il y a quelque chose d'assez. Là, ça fait vraiment le passé. Ah bah oui, on n'a pas l'impression que c'est aujourd'hui, ça renvoie à autre chose. Alors que là, on sent plus avec les manteaux et tout ça, on voit l'Ukraine. Mais là, presque, on aurait l'impression que c'est la dernière guerre. Hein. Exactement. Il y a vraiment ce côté-là, les décombres. Voilà, c'est la sensation que j'avais. Hein. Oui. Mais géographiquement, ça s'est passé au même endroit aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. L'histoire se répète. Ouais. Le projet prochain que vous êtes en train de développer, vous avez une idée ou bon, pour l'instant vous êtes occupé avec les valises? L'année prochaine, en fait, j'ai un projet parallèle que je fais depuis plusieurs années, donc les valises vont continuer de toute façon. Peut-être que ça va évoluer au niveau de la forme, en tout cas se préciser pour mieux m'adapter au niveau des élèves, pour être plus proche, pour qu'ils se perdent moins dans le projet, parce que je pense que j'intellectualise peut-être un peu trop pour le niveau des élèves, je pense. Donc, il faut que je m'adapte. L'autre projet que je fais depuis de nombreuses années, c'est que je travaille sur les masques avec les élèves. L'idée, elle est double. La première, c'est de travailler sur l'idée de qu'est-ce que c'est un masque, pourquoi on porte des masques, c'est le masque, les masques sociaux qu'on occupe, les vêtements qu'on occupe. On n'a pas le même rôle selon le vêtement. Quand on est juge et qu'on a tenue de juge, on n'est pas le même que quand on est papa chez soi. Quand on est nazi et qu'on est dans un camp, on peut quand même être un bon papa à la maison. Enfin, c'est tous ces masques qu'on a dans différentes, donc ces différentes postures, et aussi l'idée qu'on est constitué de plein de masques
justement pour m'opposer à cette idée qu'on est assigné à quelque chose. On est noir, ou on est racisé, entre guillemets, ou on est, je sais pas quoi, moi, homosexuel, ou je sais pas, ou que artiste, ou que prof, ou je sais pas. On n'est pas que ça. On est plein de choses, et on est constitué de plein de choses, chacun. C'est ça la richesse. Et c'est ça aussi qui fait que chez l'autre, on trouve toujours quelque chose de similaire. Sinon, on trouve que des autres, ou des gens identiques, ou des gens qui sont carrément autres. Alors qu'en fait, comme on est constitué de plein de petites choses, on a plein de petites choses en commun avec plein de gens dont on a plein d'autres choses pas en commun. Et donc, je travaille sur les masques pour dire qu'on est constitué de plein de petites choses. Donc ça, c'est extrêmement important, cette identité multiple qu'on a tous. Donc on travaille là-dessus. Et aussi, on travaille dans les masques sur la notion d'humain et d'inhumain et sur le comportement du témoin. Donc en fait, selon les écoles, on travaille plus sur la question de l'identité avec des masques. Je leur raconte tout ce que je fais en peinture. Et après, on travaille sur cette question-là du système génocidaire. Qu'est-ce qui fait qu'on désigne, qu'on est pris par un discours. Enfin, on travaille sur toutes ces notions-là pour arriver au masque. Donc aussi, tout un travail de réflexion qui, je pense, qui donne plein de branches, de ramifications pour les enseignants après. Je pense qu'ils reprennent au vol un certain nombre de choses parce que je parle de trop de choses. Mais c'est pas grave. Chacun est touché par quelque chose dans le discours et puis il se débrouille avec ça. Et l'autre chose, c'est de travailler sur la position de témoin. Donc, effectivement, du coup, c'est un visage coupé en deux. Ce qu'ont fait les élèves de Ribeauvillé, exceptionnel cette année, ils ont vraiment travaillé à partir de la BD, de 2 BD et de mon intervention. Et ils ont vraiment travaillé sur l'humain et l'inhumain avec la résistance aussi dedans. Et ils ont fait un travail en incorporant des matières, de l'herbe, des arbres. Enfin, c'est un travail magnifique qui sera exposé et où ils ont vraiment bien intégré la question de qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est inhumain et qu'ils ont mis dans les visages. Et ça, je trouve que c'est très, très puissant. Sur des masques blancs au départ, donc on n'a pas, au niveau matériel, ça ne demande pas beaucoup. C'est plus un travail de réflexion après que les élèves font, quoi. Vous semez une petite graine et elle pousse. On verra où elle pousse. Ouais, c'est ça. Il y a un projet d'ailleurs à Nice où je participais de nombreuses années qui s'appelle semer des graines pour que les jeunes deviennent actifs ou deviennent impliqués. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment s'appelle le projet. Et c'est vrai que ça sème des graines quand même. Alors pas chez tout le monde, mais une de temps en temps. Bon. Continuez à semer plein de graines comme ça, de mémoire et de transmission. C'est magnifique le travail que vous réalisez. Merci beaucoup, Francine. Ça, vous avez pris, merci. Il y a une prochaine fois et une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Francine Meyrand pour le temps qu'elle m'a accordé lors de cette interview.